ça fait 1 an que je suis là. J'ai pris la fonction. C'est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup et peu. Oui, beaucoup parce qu'en 1 an, on voit plein de choses. Et puis peu parce que j'en découvre encore plein et que le système ferroviaire est compliqué et que le réseau ferroviaire est riche dans la région dans laquelle nous sommes. C'est un des plus maillés, un des plus divers par rapport aux autres régions. Donc c'est l'occasion de faire un premier bilan, un bilan qui n'a aucune raison d'être définitif et de tracer quelques perspectives. C'est aussi un bilan parce que je suis arrivé dans la région au moment même de la création de SNCF Réseau, donc au moment même de la première application de la loi sur la réforme ferroviaire, la loi qui a été votée le 4 août 2014. Et donc c'est aussi l'occasion de faire un point par rapport à cette réforme. Cette réforme qui amène à regrouper SNCF Infra, la branche infrastructure de SNCF et Réseau Ferré de France en un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC SNCF Réseau. Et de constituer un EPIC différent qui est SNCF Mobilité, qui rassemble l'ensemble des activités d'opérateurs du groupe SNCF, et ces 2 établissements différents, avec 2 conseils d'administration différents, avec 2 présidents différents. Et puis, pour plusieurs raisons, une raison qui est vraiment une raison d'ordre du système ferroviaire, parce que quand on a un train, quand on a un transport guidé, on ne peut pas penser le service final en pensant complètement indépendamment le réseau d'une part et le mobile d'autre part. Donc il y a des vraies raisons techniques, il y en a plein, à penser système et à ce qu'il y ait un intérêt commun entre celui qui fait le réseau et celui qui fait le transport. Et ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, à avoir quelque chose de commun, c'est aussi une raison sociale, hein, il ne faut pas se cacher. Le corps social cheminot se considère comme une grande famille et un certain nombre d'aspects RH sont communs entre les 2 EPIC. Donc c'est les 2 principales raisons qui amènent à avoir un 3e EPIC qui est l'EPIC de tête, qui est l'EPIC qui représente l'ensemble de la SNCF, avec une particularité qui est que les 2 présidents de cet EPIC mère de tête sont les 2 présidents de chacun des EPIC réseau et mobilité. Alors je vous vois un peu froncer les sourcils, je sais que c'est compliqué, mais ça revient finalement à recréer comme on l'a dans l'énergie, mais comme on l'a aussi en Allemagne dans le ferroviaire, à l'intérieur de l'opérateur historique, quelqu'un qui a l'infrastructure, qui est à la fois dedans, mais qui en même temps a une indépendance. Cette indépendance est aussi garantie par un régulateur qui s'appelle l'ARAFER et qui donc regarde de près un certain nombre de décisions que nous prenons sur les tarifs par exemple, mais même sur la nomination du président, puisque l'ARAFER a de fait un droit de veto sur ce président, pour garantir notre indépendance par rapport à l'opérateur. Le premier enjeu avec lequel je veux commencer, c'est évidemment la sécurité. Alors on peut le voir de 2 points de vue, hein, le transport ferroviaire par rapport à la route, bien évidemment, mais encore plus, mais même par rapport à l'avion, mais surtout par rapport à la route, le transport ferroviaire reste un des moyens de transport le plus sûr. Ça n'a pas changé. En même temps, après une très longue période, hein, plusieurs décennies, à peu près 25 ans sans accident majeur, nous avons traversé des accidents majeurs, Brétigny, Elversheim, et ça vient évidemment secouer l'opinion publique, à juste titre, et ça vient secouer l'ensemble de l'entreprise. Hein.
Donc nous mettons l'enjeu sécurité au premier plan de notre préoccupation et j'aurai l'occasion d'en reparler. Deuxième enjeu qui est vraiment de se dire il y a des zones fortes de pertinence du système ferroviaire. Il y a une économie du transport qui fait que quand le réseau est pertinent, on a des cercles vertueux. C'est-à-dire que plus on met des trains, plus les trains sont remplis, plus ils sont remplis, plus on a des raisons de mettre des trains, et plus on vient couvrir des coûts fixes, notamment des coûts d'infrastructure. Et puis on a des zones qui sont malheureusement pas pertinentes, où l'infrastructure, là je raisonne qu'en termes d'infrastructure, mais on peut raisonner en termes global, hein, où l'infrastructure coûte cher alors qu'on a peu de trains. Et comme il y a peu de trains, finalement, les trains sont peu remplis, et comme ils ne sont pas remplis, ça n'incite pas à mettre beaucoup de trains, et on est dans un cercle vicieux économique. Hein. Et de toute façon, sur des lignes où, structurellement, on n'a pas nécessairement, en termes de territoire, en termes de population, en termes de besoins, la possibilité de se dire on a vraiment l'occasion de multiplier le nombre de trains et le nombre d'usages. Hein. Donc on a vraiment une segmentation de ce point de vue-là, et une segmentation qui bouge en plus, hein, qui était vraie dès l'origine du train, mais qui bouge parce que les solutions de mobilité changent. Ça pose vraiment la question de est-ce que moi, SNCF Réseau, je suis là pour vendre des rails ou du ballast? Est-ce que je suis là pour vendre un réseau qui fait du ferroviaire? Ou est-ce que je suis là, vendre, le terme est peut-être un peu fort, hein, puisque je reste un opérateur d'État, hein, mais est-ce que je suis un opérateur qui fait du rail et du ballast? Est-ce que je suis un opérateur qui fait un réseau ferroviaire pour du transport ferroviaire? Ou est-ce que je fais un réseau qui a un maillon, infrastructure, d'une offre et des solutions de mobilité à l'intérieur du territoire? Et effectivement, je peux avoir une position extrêmement différente. Hein. Donc si je suis au ras du ballast, je dis ce rail est en fin de vie, il faut le changer. Si je suis dans un truc intermédiaire, je raisonne tout ferroviaire. Hein. Et si je suis dans la partie haute, effectivement, alors même que je pourrais me dire je ne suis que dans le ferroviaire, hein, j'ai quand même un certain intérêt à penser mobilité globale pour dire comment ce que je fais moi, qui reste ma spécialité, hein, mon objectif n'est pas de faire du bus, hein, ça j'en ferai jamais, mais j'ai quand même besoin de comprendre et de pouvoir parler offre globale de mobilité pour bien situer la pertinence de mon réseau. Mais c'est des réflexions nouvelles, hein, et c'est aussi un effet de la réforme que de pouvoir faire ça, puisque auparavant, vous aviez un SNCF Infra, hein, le réseau, c'était d'un côté SNCF Infra, il était de fait mis dans une situation de fournisseur de maintenance vis-à-vis de RFF. Hein. Donc quand vous êtes fournisseur de maintenance, vous avez des enjeux qui sont comment je fais de la marge sur l'année. Hein. Vous n'êtes pas projeté sur à quoi sert mon réseau. Et RFF était plus sur une logique de je vais vivre par rapport aux grands projets, je vais développer mon réseau, je vais sortir du monde de SNCF, donc je vais créer autre chose. Et puis même sur le réseau existant, comme j'ai une mauvaise connaissance du réseau, j'ai de toute façon du mal, moi, à faire une démarche prospective. Hein. Donc le système ne poussait pas du tout à se reposer des questions, de dire j'ai un réseau, et je suis un acteur d'une chaîne de mobilité, hein, et comment je m'inscris dans une politique et dans une offre de transport à long terme. C'est parce que je suis aujourd'hui SNCF Réseau que je suis capable d'avoir cette chose-là. Après, il y avait aussi la question plus ou moins explicite de votre question d'indépendance par rapport à l'opérateur. Hein.
que j'ai entendu. Hein, si ça dépend d'esprit. Oui, et là, de fait, et c'est clair avec mon homologue Jackie Lyon, je me sens totalement indépendant. Après, oui, quand on sort du ferroviaire, et même demain quand on sera dans le ferroviaire, mais demain que je ne sais pas chiffrer, que je ne sais pas dater, pardon, on sera dans un monde concurrentiel. Et ce n'est pas à moi, de dire ça va être la SNCF qui devra ensuite faire ces solutions. C'est pas moi qui déciderai, et c'est pas moi qui lancerai des appels d'offres, et c'est pas moi qui négocierai. Donc je me sens vraiment libre par rapport à ça. A contrario, en raisonnant comme ça, je suis sûr que je suis plus dans une logique de développement de transport au sens large, et que je sers à la fois le ferroviaire, donc à la fois le réseau, et à la fois l'ensemble de la mobilité, et donc et le groupe et les autres. Je suis vraiment dans une logique où il vaut mieux un gâteau plus grand, avec plus d'acteurs, qu'un gâteau plus petit, avec un seul acteur, très clairement. Des vrais enjeux de sécurité, et ces enjeux de sécurité, pas seulement mais principalement ces enjeux de sécurité, ont amené depuis quelques années à avoir une stratégie qui est complètement retournement par rapport à ce qui a été fait dans les années passées. Hein. C'est une stratégie qui est une stratégie de l'État, de notre actionnaire, si on peut le dire comme ça. En tout cas, nous sommes établissement public, mais c'est une stratégie de l'opérateur qui nous sommes, qui est de faire une priorité à la maintenance, c'est-à-dire vraiment le maintien en conditions opérationnelles au jour le jour, de nuit, de jour, du réseau, ici et maintenant, aura du ballast. Et puis ensuite vient la priorité de renouvellement, c'est-à-dire que j'ai une ligne, elle est vieille, et comme une vieille voiture, à un moment donné, vous pouvez tirer la vieille voiture jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut que vous changiez la voiture. Et vous changez la voiture, et vous avez une nouvelle ligne, vous avez changé le ballast, les traverses, le rail, mais vous n'avez pas changé fondamentalement la consistance du réseau, vous avez le même service. Hein. Et puis, en troisième priorité seulement, le développement, c'est-à-dire je fais des travaux, mais qui font que le service rendu est différent, les fonctionnalités sont différentes, voire j'ai des nouvelles lignes, j'ai des nouvelles installations. Hein. Et il est clair qu'avant la réforme, pour plein de raisons, la priorité était inverse, hein, c'est-à-dire d'abord le développement, puis ensuite la rénovation. Et la maintenance était passée en dernier, avec souvent le fait de retirer des gens de la maintenance ou des activités de la maintenance au profit du développement. J'ai ici une citation du ministre, donc je ne peux pas mieux faire. Hein. L'entretien et le renouvellement du réseau est une exigence qui demande un engagement total. La mobilisation en 2016 est sans précédent. C'est une réaction aux incidents majeurs dont vous parliez, qui n'avaient pas eu lieu depuis... C'est une politique qui date même d'avant. Hein. D'accord. Ça a boosté. Et qui a été renforcée. Hein. Donc c'est un constat, sur le manque de renouvellement, c'est un constat qui date de 2005-2006, à peu près, hein, et qui était d'ailleurs partagé pour le coup entre RFF et SNCF Infra à l'époque, qui est de dire, on est passé, pour l'illustrer, jusqu'aux années 80, on remplaçait de l'ordre de 1000 km, là je parle au niveau national, hein, on remplaçait de l'ordre de 1000 km de voies par an, tous les ans. Au tournant des années 80, 82, 83, 84, enfin, ça correspond à l'arrivée du TGV, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et jusqu'à l'année 2005, hein, donc quasiment un quart de siècle, cet effort de renouvellement est divisé par deux. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 500 km de voies renouvelées par an. Et ce, sur une vingtaine, plus de 20 ans.
Et quand vous faites le détail et vous regardez les lignes les moins circulées, elles sont dans cette période-là quasiment pas renouvelées du tout. Et en 2005, on revient doucement sur une tendance, enfin sur un palier à 1000 km de voies. 1000 km de voies nouveaux, hein, comme dans les années 80. Mais ça veut dire que pour rattraper le retard de vieillissement, c'est pas 1-2 ans, hein, c'est 10, 15, 20 ans. Hein. Sachant que pendant que vous renouvelez, ce que vous ne renouvelez pas, ça continue à vieillir. On a la chance d'avoir on a la chance d'avoir un réseau, enfin une région plutôt dynamique en termes de fret, enfin, où le transport fret a une bonne part de marché. C'est pas vrai dans certaines autres régions, hein. Mais ça c'est lié à la région, enfin, au caractère qui reste industriel de notre région. Et ensuite, on a la chance d'avoir un réseau relativement maillé. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation où on a la capacité d'avoir des circuits, des itinéraires bis, des circuits de contournement de manière systématique. Donc on fait des travaux, mais on a de manière systématique des contournements sur l'ensemble des trafics fret, chez nous. Hein, chez nous. En plus, l'année dernière, on a inauguré le contournement de fret, enfin la possibilité de contourner l'île en fret, hein, ce qui est un double bénéfice. Donc c'est un itinéraire de plus pour le fret, c'est un itinéraire qui évite l'île, donc c'est meilleur pour le fret, et c'est aussi meilleur pour le transport TER du quotidien à l'île, parce que mélanger du fret en plein zone de pointe en début, en fin de journée, c'est un coup à casser la régularité de la circulation TER. Donc réellement, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans la région si quelqu'un demande d'aller de Dunkerque à Valenciennes, il n'y aura pas de problème pour les sillons. Je dis que nous sommes organisés dans la région pour mettre en œuvre sur les services annuels, quand les sillons sont discutés, mon responsable a sur chacun des grandes circulations des circuits qui permettent d'éviter les zones de chantier, et qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes au cours de l'année, hein. C'est-à-dire qu'il a un calendrier qui dit voilà, sur telle période-là, effectivement, cette ligne-là, ce circuit-là sera fermé au fret, mais j'ai, sur ma région, hein, je ne parle pas d'un point de vue national, mais parfois c'est plus compliqué, j'ai systématiquement une proposition différente. Hein. Après, il y a toute la question dans votre question sur les sillons fermes, hein, sur la qualité de nos sillons, sur le fait qu'il y a quelques années, et en particulier également quand nous étions séparés RFF et SNCF Infra, ce qui rendait la vente des sillons plus compliquée, on a beaucoup progressé sur la qualité des sillons. Hein. Votre offre de sillons s'est élargie? Pardon? Elle s'est élargie factuellement, votre offre de sillons dans la région? Là, je parlais sur l'aspect qualité, hein, c'est-à-dire ce qui est un peu différent de l'ouverture de l'offre. Hein. Sur l'ouverture de l'offre, j'avoue ne pas avoir de réponse ici et maintenant. Là, j'entends la question plus sur une question de assurance, qui est un élément fort pour tous les opérateurs, hein, d'ailleurs, hein, pour le TER aussi. Vous dites que vous avez fait du progrès sur la qualité, mais il y a un mois, j'étais chez AFRA, qui s'opposait complètement aux augmentations de péage, parce qu'il disait que c'était beaucoup pire cette année que l'année dernière. Alors là, vous parlez de prix, alors vous veniez de parler de qualité. Hein. Donc je vous répondais sur la qualité. Hein. Il parlait de la disponibilité des sillons, la qualité des sillons, et en même temps qu'on demande une augmentation on a imposé une augmentation de plus de 6%, la réponse aux demandes des sillons était en
en décart, c'était en baisse, la qualité était en baisse. C'était encore pire qu'en... La compensation fret jusqu'en 2015, d'ailleurs, c'est terminé normalement, puisque la compensation était normalement dégressive par rapport à l'augmentation de la qualité. Or, les opérateurs fret, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas eu cette augmentation de qualité, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et par contre, les prix que vous annoncez, eux, par contre, continuent à augmenter, la compensation disparaît. Nous ne sommes pas libres de nos prix. Hein. Nous sommes dans un business régulé, en l'occurrence. Hein. Les prix de péage sont sous la houlette de l'ARAFER. Hein. Ça, c'est sur l'aspect prix. Hein. Sur l'aspect qualité, je ne suis pas en train de dire que le monde est merveilleux en fret, hein, qu'il y a des exigences fret, que nous avons beaucoup de progrès à faire, c'est évident, mais que nous avons aussi fait des progrès. Et que c'est une préoccupation quotidienne. C'est d'ailleurs aussi pour ça, parce que c'est souvent un business local, hein, en fait, hein, c'est aussi la raison d'être d'une direction territoriale, hein, puisque j'ai auprès de moi un directeur client et service qui s'appelle Benoît Dubus, et qui est en relation avec les opérateurs fret sur la demande de sillons au niveau régional. Donc on a une capacité à avoir un discours, une relation commerciale de proximité qui existait déjà à l'époque de RFF, mais qui permet maintenant à Benoît à la fois d'être en relation avec les clients et de mieux comprendre les difficultés et de mieux trouver des solutions, parce que nous ne sommes plus qu'un seul, qui est SNCF Réseau, et donc il est en relation directe avec les hommes de circulation. Il est même d'ailleurs physiquement en relation directe avec les hommes de circulation et les hommes de maintenance, puisque depuis janvier, hein, l'homme commercial est juste là. Il est là, et les équipes maintenance sont là, et les équipes circulation sont un tout petit peu plus loin. Hein. Donc il est en capacité d'écouter le client, de comprendre les difficultés, d'aller voir tout de suite le mainteneur, de se dire je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer. Je suis persuadé que c'est un facteur de progrès qu'on verra dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Sur l'aspect sûreté, sécurité, je serais évidemment totalement incomplet si je ne parlais pas de la question des migrants. Dans notre région, hein, qui a été un événement douloureux, c'est un événement douloureux au niveau mondial et au niveau national, au niveau européen. Donc ça a été particulièrement éprouvant chez nous, parce que c'est d'abord des personnes qui mettent leur vie en danger. Alors ils mettent leur vie en danger particulièrement en cherchant à rentrer dans les installations d'Eurotunnel, donc traverser les installations d'Eurotunnel et ensuite chercher à monter sur des trains en partance pour traverser le tunnel. Et les installations d'Eurotunnel sont longées par deux grands faisceaux ferroviaires qui nous appartiennent. Et donc nous avons eu, mais vous l'avez tous vu, hein, des intrusions massives qui nous ont obligés à investir très fortement dans des systèmes de sécurité, de fait qui ont fonctionné, dans le sens que nous maîtrisons les intrusions, hein, donc d'un point de vue strictement ferroviaire, je suis revenu à une situation relativement stabilisée. Évidemment, l'objet ici n'est pas pour moi de parler de la situation générale, là. Je parle exclusivement de la question de la sécurité ferroviaire. Quelle est votre réponse pour l'autoroute ferroviaire, donc pour la sécurisation de la section Calais, le port de Calais, qui est beaucoup de passages à niveau non gardés, une zone industrielle, etc. C'est très, très difficile. Comment vous allez répondre? Alors j'allais y venir, mais c'est... Donc normalement ça démarre le 29. Hein. Moi,
aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui me disent l'inverse. Ça a effectivement été reporté, mais on a une réunion sous préfecture, je ne sais pas si c'est ce matin, cet après-midi, on en a encore une deuxième la semaine prochaine pour bien boucler les choses. Donc vous voyez bien les lieux, effectivement, puisque vous parlez des passages à niveau. Enfin, les passages à niveau en soi sont pas nécessairement un problème par rapport au fait de faire passer le train. Hein. Ça, on est bien. Donc je veux dire que grillagé, c'est difficile. Oui, mais c'est bien ça. Hein. Donc il est totalement impossible. Enfin, autant ce qu'on a pu faire côté tunnel qui est grillagé, autant là, pour plein de choses, pour plein de raisons. Ce que vous avez pu faire, ce que je vois là-bas, c'est les dizaines de millions que Eurotunnel a mis pour se barricader, donc les fences, les barrières, les barbelés, tout ça. Sur ce qui incombe à SNCF Réseau, c'est plus haut, c'est sur Frétin, où en sont les travaux, sont-ils programmés? Parce que ce que j'ai vu pour l'instant, c'est des investissements Eurotunnel avec l'argent européen. Alors, ce que vous voyez est chez nous. Ce que vous voyez est chez nous. Quand vous êtes du côté Frétin, enfin, si vous longez le... Enfin, j'ai pas de carte, mais vous avez l'installation, enfin, vous avez les installations du Eurotunnel avec cette boucle-là, et ensuite vous avez deux grands faisceaux, et vous avez 2 fois 3 km en ligne droite, hein. Et puis ensuite ça repart, et puis vous avez le PRCI. Enfin, donc c'est la voie qui va à Frétin, puis tout ceci est chez nous, et n'est pas chez Eurotunnel, hein. Donc c'est bien des travaux chez nous. Ensuite, on s'est mis d'accord avec Eurotunnel sur une façon de travailler, ce qui fait qu'effectivement, ils travaillent pour nous, chez nous. Mais ça, c'est une façon pratique de faire, sur un certain nombre de travaux. Hein. Sur d'autres, c'est nous qui les avons faits, mais ça, c'est dans la discussion ici et maintenant, et en plus dans l'urgence. Hein. Donc on a fait des travaux de débroussaillage que nous avons fait nous. Il y a d'autres travaux de débroussaillage que Eurotunnel a fait. Enfin, c'est difficile de faire le lien, mais je voulais juste vous dire que vous dites la seule chose qui relève de chez nous, c'est ce qui va jusqu'à la gare. Non, c'est plus large. C'est beaucoup plus large. Hein. Vraiment le domaine, ce qui est encadré aujourd'hui d'une clôture est très large et principalement encadre des installations qui sont chez nous. Et pour Frétin, la pose des barrières va se poursuivre ou pas? On est en train de programmer effectivement une prolongation jusqu'à... C'est jusqu'à la gare, vous voulez dire, hein? Oui, la question de ce qui reste. Donc on est en train de le programmer dans une deuxième phase, mais qui va démarrer. Avec en plus des systèmes de caméras et des choses comme ça. Donc on a une deuxième phase qui n'est pas encore qui n'est pas encore en œuvre, hein, mais qui est en cours de préparation. Ce sera 2016. Pardon? Ce sera 2016. Ce sera 2016. Le président Bertrand a été d'une extrême clarté dès son discours d'investiture, au 4 janvier, si je me souviens bien. Il a dit, j'ai demandé à mon vice-président de revoir les priorités d'investissement sans tabou et sans autre limite que nos capacités financières. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc vous comprendrez que je serai d'une prudence extrême sur le fait de me prononcer. Enfin, c'est même pas d'une prudence, c'est-à-dire que moi, je peux dire que je mets de l'argent sur la ligne à grande vitesse, c'est moi-même qui la mets, je le mets tout seul, et personne ne va contester le fait que c'est du sens sur le siècle à venir d'avoir une ligne à grande vitesse, hein, parce qu'on parle bien de... C'est des enjeux qui se comptent en quart de siècle sur une ligne à grande vitesse, sur les ferroviaires. Autant la discussion vient à peine de commencer là-dessus. Donc sur les lignes que vous avez citées, mais sur d'autres, il faut aller au bout de ce qu'a demandé le président Bertrand. Et nous serons aux côtés
nous sommes à la disposition de la région pour mener cette réflexion. Parce que c'est une réflexion qui relève de choix politiques, ça ce ne sont pas les nôtres, mais qui relève aussi d'expertise d'opérateurs, je les ai cités tout à l'heure, qui sont les nôtres. Et c'est un travail en commun qu'on doit mener avec la région main dans la main là-dessus. Alors en disant ça, j'englobe un certain nombre de vos questions, en n'y répondant pas, mais je vous réponds pourquoi je ne peux pas y répondre. État de Saint-Paul faisait partie du contrat de projet, enfin du contrat de plan État-région. Oui, donc formellement ça fait partie du contrat de plan État-région, mais formellement, quand vous avez un président qui dit donc, et que le contrat État-région n'étant pas un contrat, enfin, État-région, on est bien d'accord, c'est pas contrat région. Et ensuite, formellement, vous avez une région qui vous dit, mais je veux revoir les priorités, donc moi, j'en suis là. Je suis incapable d'en dire plus. Mais c'est-à-dire que c'est dans le même... on englobe dans le... Pardon, oui, Somain n'est pas tout à fait dans le même... Puisque Somain, c'est une installation qui est là, au service de différents opérateurs. Là, c'est Fret, je ne me trompe pas. Qui retire, de fait, pas grand-chose. Mais je ne voudrais pas parler à la place de Fret. Donc, moi, c'est la vie des opérateurs, de faire des choix ici ou là. Renouvellement des voies, si renouvellement il y a sur le site même du centre de tri, dépend de Fret SNCF et pas de SNCF Réseau, dans l'emprise. La question... Je vous pose la question parce qu'on m'a parlé de quelques déraillements légers, locaux dans les opérations. Sur ce qu'elle... Enfin, on a globalement... la question de... si vous regardez toute la capacité globale, surtout chez nous, la capacité totale de voies de service, de zones de tri et de choses comme ça, plus le fait que la réforme nous en amène encore d'autres qui n'avaient pas été nécessairement complètement bien répartis, on est dans une surcapacité énorme globale de voies de service et de zones de tri. Donc le fait de se dire où est-ce que je mets mon argent de rénovation ici ou là, c'est une réflexion qu'on doit aborder et qui pour moi pas nécessairement terminée. Donc dire précisément je mets de l'argent plutôt ici que là sur les voies de service, c'est un schéma qu'on est en train de travailler. Okay, merci. Je reviens juste sur la modernisation, parce que j'avais des chiffres effectivement régionaux par rapport aux chiffres nationaux. Donc 129 km de voies renouvelées sur les 1000 nationales. Alors en mode industriel, c'est-à-dire avec les trains usines. En RVB, oui. Là c'est juste le chiffre RVB. Voilà, j'ai donné juste le chiffre principal. On en a fait un peu plus avec d'autres. On ne va pas faire un cours de ferroviaire, mais voilà, il y a différents menus, on va dire, d'intervention. On appelle le RVB étant l'intégralité des composants, rail, traversée. Mais hors suite compris ou uniquement suite rapide Uniquement, c'est le chiffre que je donnais RVB, donc c'est train usine. C'est hors suite et suite rapide, oui. Donc la réalité est plus forte que ça. Un peu plus forte, mais voilà. Pardon ? Ballast, RVB. Traverse, ballast. Et ce qui est en proportion, on voit bien que c'est une belle proportion par rapport à l'ensemble. Et 21 appareils de voies. Ça sont toujours les chiffres 2015. C'est les chiffres 2015, voilà. Avec le chantier le plus important. Alors on ne le voit pas là-dessus puisque c'est le 2016. C'est l'île Valenciennes, Aulnois-Hirson, c'est sur cet axe-là. 90 km. Donc en suite rapide, pour le coup, toujours. Donc le train usine qui fait à peu près 300 mètres de long. Enfin, la voie est ancienne à l'entrée et à la sortie, ballast, traverse Irail, 9. 90 km, 110 millions d'euros. Et comme c'est de la suite rapide, c'est... je parle sous tout mon toit, mais c'est en fonds propres. C'est sur fonds propres de la maison. Donc chantier phasé dans le sens que c'est pas 90 km d'un seul tenant, c'est par successif.
alors si je regarde, ça comment ça se décline au niveau régional, sécurité, on peut juste parler de la sécurité autour des passages à niveau, qui est un enjeu important pour nous, parce qu'il y a beaucoup de passages à niveau dans la région. Donc en 2015, puisque je suis au niveau du bilan, on est allé au bout de la suppression du passage à niveau numéro 16 à la chapelle d'Armentières. C'est malheureusement très long, une suppression de passage à niveau, puisque le dossier a démarré en 2004. C'est très long parce que nous sommes loin d'être seuls, il faut convaincre, il y a des intérêts contraires, le fait de dire qu'il y a des gens qui veulent garder. Il faut monter les partenariats, il faut monter le financement et puis il faut faire les opérations d'ingénieur. Donc c'est là, c'est une action concertée avec la métropole et le conseil départemental. Sur les passages à niveau, vous prenez un train et puis vous le faites parcourir 10 km et vous demandez s'il rencontre un passage à niveau. Vous faites ça à un PACA et il a... Dans 40% des cas, il va effectivement sur les 10 km rencontrer un passage à niveau. Ça c'est en PACA, et pourtant il y a des grandes agglomérations. Chez nous, 9 fois sur 10, sur les 10 km, il va rencontrer un passage à niveau. Et nous sommes la plus forte région en densité de passage à niveau là-dessus. C'est lié à... je pense que c'est vraiment le croisement du fait qu'on a historiquement, par le côté industriel, un réseau très maillé, on le voit, et historiquement un tissu urbain très dispersé. Donc vous mélangez ça, et ça fait un truc très enchevêtré, qui est propre à la région et qui n'est pas vrai dans d'autres zones urbanisées. La région parisienne est du même niveau que PACA, donc finalement très peu de passages à niveau. 1 sur 10, c'est ça? 1 sur 10 en Ile-de-France et en PACA? 4 sur donc 40%, 40% des cas et contre 10 pour nous. Sur combien de kilomètres vous nous donnez? 10. Quand on le fait sur 10 km, la chance d'avoir sur des portions de 10 km, des portions de 10 km complètes, la capacité de faire plus de 10 km sans passage à niveau. Sinon, on dit qu'en Nord-Pas-de-Calais, là je me concentre sur la partie nord des Hauts-de-France, on avait coutume de dire qu'on avait à peu près un passage à niveau tous les kilomètres et demi, de grandeur. Et comme vous dites que c'est très très long de les supprimer, extrêmement long, oui, compliqué. Vous en avez pour un siècle? Oui. Plus? Oui. Oui, mais parfois même ça devient impossible. Oui, parce que c'est une desserte. C'est pour ça qu'il y a à la fois un effort de surpression et il y a l'effort de prévention. Donc est-ce que vous êtes sur un rythme régulier en vous disant on essaye, je sais pas, en permanence ces dossiers de suppression, oui, il y en a combien qui sont conduits là, alors j'ai ici la liste, au moins pour ceux qui sont dans des phases où des protocoles ont déjà été signés. Oui, c'est en route. Parce qu'on peut avoir tout un tas d'étapes, depuis les étapes de discussion très amont à des choses où déjà les partenaires sont, le tour de table est fait. Donc Saint-Laurent-Blangy, Verton, le Plessis, Belleville-Lagny, le SAC, ça en fait 3, c'est ça, Bon, la liste n'est pas exhaustive, on vous donnera la liste n'est pas exhaustive, oui, il y a 3 petits points, oui. Voilà, on vous donnera le détail. L'action de réseau, elle est autour de 3 points. C'est la prévention, c'est la répression-sanction, puisqu'à un moment donné, c'est versant. Donc là, avec le déploiement des fameux radars de contrôle sanction automatique, les fameuses boîtes photographiques au passage à niveau. Le dernier qui a été mis en place, c'est à Haubourdin, PN15, à côté de l'usine Cargill, pour ceux qui connaissent ce secteur de la métropole lilloise. Il a été mis en service l'année dernière, en septembre, si ma mémoire est bonne. Vous en aviez un également à Mondeghem, qui était parmi les expérimentaux qui avaient permis de valider le principe. Vous en avez aussi un à Marc-en-Barœul, le passage à niveau numéro 6, rue du Docteur Charcot, pas très loin de... j'allais dire, là, il y a un terrain de rugby et puis un groupe scolaire, pour ceux qui connaissent. Le PN6 étant d'ailleurs le seul passage à niveau qui nous reste
sur la ville de la proche couronne de Lille, c'est le seul que l'on ait, au moins sur la ligne en question. Donc il y a ça, et le troisième volet, c'est le volet amélioration continue, suppression. Là, François vous parle, les opérations qu'il vous a citées, ce sont des passages niveaux qui sont supprimés par des ouvrages, c'est-à-dire soit la voie routière va passer au-dessus ou en dessous de la voie ferrée, un peu à l'image du dossier de la Chapelle Armentières, donc des processus qui sont longs. On dit qu'on c'est entre 5 et 10 ans, on a vu que la Chapelle, on avait mis au final quasiment 11 ans, qui en millions vont de 5 à 10 millions, puis après vous avez toujours les cas particuliers, donc l'addition grimpe. Donc vous avez ces suppressions-là, puis après vous avez tout le travail de fond qui est réalisé par nos experts passage à niveau, qu'on appelle les petites suppressions, finalement. Qu'est-ce qu'on appelle petite suppression? Soit c'est un passage à niveau qui n'a plus d'utilité dans l'environnement où il est, donc on le ferme purement et simplement, ou alors des petites suppressions, mais on aménage un rabattement pour permettre aux gens de continuer à se déplacer. Et on les renvoie sur une installation, sur un passage à niveau qui offre un niveau de sécurité ou d'équipement supplémentaire. Vous avez un cas actuellement en cours à Bézieux, un PM14, qui a connu quelques accidents mortels par le passé, d'ailleurs. Là, on a travaillé en partenariat avec l'AMEL, la métropole européenne de Lille, pour pouvoir le fermer et donc réaménager les sentiers qui étaient préexistants, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à recevoir une circulation routière ou de l'exploitant agricole. Voilà, donc on a plusieurs gammes d'intervention et c'est des discussions au fil de l'eau, mais les passages à niveau, il y a un travail de fond qui est fait par l'entreprise sur le sujet et puis par des experts qui ratissent le terrain toute l'année et qui identifient, qui ciblent les suppressions potentielles et qui après engagent le processus de négociation, concertation avec les acteurs concernés. C'est souvent des problématiques très locales, hein. C'est l'agriculteur qui se sert pour passer d'un côté à l'autre. Hein. Il est plus simple de passer par là plutôt que de faire pour aller à l'école que de monter le pont qui est juste à côté avec ces problématiques. Enfin, c'est des problématiques vraiment très terrain. Hein. Ça, c'est la partie intermédiaire. Il n'y a pas nécessairement des questions de travaux, c'est des questions d'enjeux sécurité versus d'autres enjeux. On n'est pas différent du reste de la France, c'est-à-dire qu'on a globalement un réseau vieillissant. Et après, on a à l'intérieur de ça d'énormes contrastes. C'est-à-dire qu'à la fois des petites lignes très vieilles, enfin extrêmement contrastées, et en même temps des efforts de rénovation. Hein. Enfin, quand vous voyez, je crois que vous l'avez dans votre dossier de presse, hein, ce qu'on a fait ensuite rapide, vous voyez que sur tout l'axe nord-est, on a année après année fait un effort considérable de rénovation et vous avez globalement des axes qui sont bien rénovés où on voit avancer de rénovation. Et vous avez une ligne à grande vitesse qui est effectivement dans sa fin de vie, dans son cycle, hein, puisque c'est mathématique, hein, elle est née en 93, voilà, il est temps de la rénover, mais la rénovation se fait au bon moment, au moment où, à part le fait qu'il y a un tout petit ralentissement parce qu'on est en train de faire des travaux, mais pendant les travaux, la vente continue, et le service commercial est assuré normalement, et la région peut dormir sur ses deux oreilles. Elle aura sur les 20-30 prochaines années, enfin elle aura dans 10 ans une voie neuve, et une voie neuve capable de tenir 25 ans de plus, sans rénovation. Et donc on est sur des situations très contrastées. On va essayer de faire la synthèse de tout ce que vous nous avez dit, c'est très riche. Est-ce que par rapport à la question de Julie, est-ce que vous disiez à un moment on doit faire ça, on a ça. Est-ce que ce que vous avez est capable de s'harmoniser à la pertinence? Puisque c'est un mot que vous avez employé souvent. Voilà. Est-ce que, bon, vous nous avez bien expliqué qu'on était vous étiez dans un schéma de mobilité, vous vous inscrivez là-dedans. Est-ce que donc dans ce schéma de mobilité, la pertinence du développement, de l'entretien
de votre réseau peut être assurée par vos moyens financiers? Ou est-ce qu'il y a des inquiétudes quand même à ne pas pouvoir répondre à ça? Alors, la question est... je vais la répondre plus sur une conviction. Hein, parce que la pertinence, ça se discute. Hein, et en plus, bien sûr, elle est subjective. Elle est subjective, et en plus, je disais que c'était un sujet neuf, hein, puisqu'on ne se posait pas la question quand on était séparés. Hein. Donc, c'est un vrai travail de fond. Hein. Enfin, c'est de l'économie des transports, c'est de comprendre les marchés, c'est de la prospective. Hein, et puis, on n'est pas sur... quand on est dans le réseau, on est à 10, 20, 30 ans. Hein, c'est quel sera le tissu urbain dans 30 ans, hein. Est-ce qu'on... c'est toutes ces questions-là. Hein. Donc si j'avais une réponse mathématique ferme et définitive à votre question, elle serait... je serais autre chose, quoi. Hein. Je serais... mais après, je peux vous le répondre en termes de conviction. Et ma conviction est oui. Conviction est oui. La question n'est pas de dire on est en tel déficit que tout va à l'eau. Non, ma conviction c'est oui, le ferroviaire a le moyen de garder sur le long terme un réseau ferroviaire de qualité et pertinent par rapport à des besoins. Mais par contre, nous n'avons pas les moyens de répondre au rêve de Freycinet du 19e siècle, de relier par le ferroviaire l'ensemble des sous-préfectures. Et nous n'avons sans doute pas les moyens non plus de relier l'ensemble des préfectures en ligne à grande vitesse. Hein. Donc entre ces deux extrêmes-là, ces deux rêves un peu historiques de la France, hein, ça, nous n'en avons pas les moyens. Mais d'avoir une offre ferroviaire de qualité à l'intérieur d'une offre touffue de réponse à des besoins de mobilité d'une région qui est une magnifique région industrielle, le développement de la France, oui. La conviction est vraiment profondément oui. Merci.